Congo, en payant les mots. Nos foot à pas commander, c'est la longa. Nos foot à pas commander, mon gars est ton maman. Nos foot à pas commander, à école, mon gars. Nos foot à pas commander, hôpital est ton maman. Nos foot à pas commander, basoda, malia, nos foot à pas commander. Les commerces mondiaux, miserie des preuves suite à la contrefaçon, ces fléaux menacent dans les silences la santé humaine, met en faillite certaines entreprises, fait perdre de l'emploi à des milliers de salariés. La contrefaçon crée l'évasion fiscale, la fraude, la contrefaçon et ravage même les économies planétaires aux grandes dames des gouvernements mondiaux. Sur les marchés, il s'installe même une confusion. On ne sait plus distinguer le vrai du faux, à telle enseigne que ces phénomènes vont même créer un obstacle pour l'amélioration du climat des affaires. Il est donc plus que temps pour que nous puissions décrypter cette question et le mettre sur la table des discussions, susciter un débat national sur la question pour protéger le marché congolais et pourquoi pas le marché africain. C'est ça la problématique de ces spéciales fiscalité et développement et nous avons l'honneur pour en parler sur ces plateaux. Nous avons fait venir Maître Jacques Tony. Bonsoir Maître. Bonsoir. Avec vous, un défenseur des consommateurs, Monsieur Christophe Tshibumbu. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur ces plateaux de spécial fiscalité et développement. La première question, je l'adresse à Maître. Pouvez-vous nous donner une explication sur les termes contrefaçon? C'est quoi la contrefaçon? Bon, en termes plus simples, c'est le fait de copier un produit protégé par la loi. Le fait de copier un produit protégé par la loi. Mais c'est Tshibumbu. Et de le fabriquer pour en tirer profit. Parce que vous pouvez copier un produit pour l'intérêt de l'avoir devant vous. Bon, là, ce n'est pas grave. Mais quand vous en produisez plusieurs milliers d'exemplaires pour vendre, ah, là, ça devient un problème. Parce que c'est là que vous roulez maintenant le propriétaire intellectuel de ce produit-là. Alors, y a-t-il une différence entre contrefaçon et piratage? Le terme piratage, c'est un terme qui est à peine limité parce que il ne définit qu'une partie de la contrefaçon. Or, la contrefaçon, elle est à un sens beaucoup plus large parce que ce n'est pas simplement le fait d'imiter ou de copier, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque j'ai donné d'abord une explication minimaliste. Mais il y a aussi une définition beaucoup plus large. C'est-à-dire quoi? Non seulement imiter, mais aussi utiliser, mais aussi introduire sur le territoire national, dans le cas d'espèces au Congo, et employer. Voilà. C'est un terme qui est consacré par la loi. Or, la piraterie, non. Entre les deux mots, on sent que le piratage n'est pas consacré par la loi, mais la contrefaçon, si. Voilà. Les deux mots sont presque le même parce que le résultat sur le terrain, les résultats sur le terrain est le même. Oui. Vous avez dit dans vos explications que le fait de copier un produit protégé, ça veut dire quoi, Maître? Quand quelqu'un fabrique un produit, s'il veut en tirer tous les bénéfices, il doit le faire protéger auprès du ministère de la propriété industrielle. Ici chez nous, au Congo, c'est au niveau du ministère de l'Industrie et PME. De l'industrie. Alors, une fois que le produit est protégé, c'est à ce moment-là que toute personne qui utilise ou essaie de fabriquer ou d'utiliser autrement le produit sans l'autorisation du fabricant tombe dans le coup de la contrefaçon. Voilà, le produit est protégé, la loi le dit. Est-ce que la loi congolaise est vraiment explicite en cette matière? Je suis toujours avec vous, Maître. Bon, jusque-là, on peut dire qu'il y a
un effort du gouvernement pour pouvoir réglementer ces domaines qui étaient... au départ, il n'y avait rien du tout, puisque si nous remontons avant 2009, la seule contrefaçon que la loi protégeait, c'était contre la monnaie. Et puis, il y a eu des efforts quand même du gouvernement. Le législateur a décidé quand même de protéger quand même tous les inventeurs, tout ce que, les dessins, ainsi de suite, et puis les marques. Et c'est comme cela qu'on est arrivé à cette loi-là. Mais je pense qu'on peut encore faire beaucoup d'efforts. C'est-à-dire si on peut même améliorer cette loi-là, ça serait vraiment très bien, puisque je crois que la loi ne protège pas très bien par rapport à ce qu'elle devait être. Donc, soyons plus pratiques et simples. Aujourd'hui, si je suis l'inventeur d'un projet, ces projets-là, je dois les protéger au niveau du ministère de l'Industrie. Moi, je dirais même plus, parce que ici, localement, vous dites, vous avez, c'est votre idée, mais il n'y a rien qui garantit que cela soit vraiment vrai. Parce que vous pouvez tricher vous-même. Vous êtes parti aux États-Unis ou en Australie, etc. Vous avez vu des trucs, des tracts. Ben, vous revenez ici, vous mettez au point une histoire que vous avez vue là-bas. Ça va être difficile pour le gouvernement congolais d'entrer dans tous ces détails. Voyons un peu en Grande-Bretagne, etc. Où est-ce que... C'est pourquoi il y a l'Organisation mondiale de la protection de la propriété intellectuelle. Il y a l'OMPI qui a son siège à Liège, plutôt à Genève. Donc, quand vous inventez quelque chose, ici, à Kinshasa, au Congo, c'est mieux que vous le fassiez, vous fassiez valider ça au niveau de l'OMPI. Parce que l'OMPI dispose des voies et moyens pour contrôler sur le plan mondial. Au cas où vous avez été volé ça en Australie ou sur n'importe quel coin de la planète, on vous dira non, ça c'est pas votre produit parce que nous avons déjà un brevet que nous avons octroyé à un Hollandais ou à un Australien ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, vous allez arrêter votre projet. Parce que si vous vous contentez de dire c'est votre projet et que l'industrie locale, enfin le ministère de l'Industrie et Commerce et PME vous protège localement. Donc la protection doit être à deux niveaux, au niveau national et au niveau international. Parce que moi j'ai suivi quelqu'un il y a une dizaine d'années qui a inventé quelque chose, mais la première démarche qu'il avait faite, c'est de saisir Genève. Il a envoyé toute la documentation et on prend le temps qu'il faut pour investiguer partout au monde s'il n'y a pas quelque part où il existe déjà cette histoire-là. Et après le délai prévu par la réglementation, on dit bon, qu'il n'y a pas une voix qui nous est retournée pour dire, etc. Alors on dit, ok, ça c'est tel qui est l'inventeur et c'est sa propriété intellectuelle. À ce moment-là, on vous envoie un brevet. Et quand vous l'avez maintenant au niveau national, vous pouvez maintenant dire, écoutez, moi, cette histoire, c'est de moi, etc. Mais il y a des pays où on peut même encourager la fabrication. Vous organisez, si c'est dans le domaine de brassicole ou le domaine, je ne sais pas lequel, on peut même commencer à fabriquer et vous en tirer profit. Ok, c'est compris. Est-ce qu'il y a une différence entre la protection intellectuelle et la protection industrielle? Bon, le résultat reste le même. C'est-à-dire, si quelqu'un a inventé une histoire, parce que généralement, c'est pour en tirer profit. Et pour vraiment arriver à ce profit-là, il faut qu'on en fabrique et par milliers d'exemplaires. Et ça nécessite une industrie qui doit produire ça. C'est pourquoi, dès que vous avez inventé, ça reste une propriété intellectuelle. Mais dès que vous arrivez au niveau maintenant de la production, à ce moment-là, cette protection intellectuelle devient la protection industrielle. Vous êtes de cet avis-là? Oui, vraiment, tout à fait. En fait, comme on dit, la protection intellectuelle, on parle de l'œuvre de l'esprit. C'est-à-dire quoi? On commence, quelqu'un qui est en train de réfléchir. Et puis, au bout de quelques minutes, il crie « Eureka, j'ai trouvé ». Il fabrique ou bien dans ses papiers ou quelque part là, il griffonne quelque chose. Je crois que s'il a inventé cette chose-là, ce n'est pas pour que ça se limite là. Il doit l'amener maintenant à une industrialisation
pour le pouvoir soit le commercialiser, soit à quelques titres que ce soit. Donc, pour éviter que les gens viennent et copient son idée, ou bien les gens qui ont pu voir ce qu'il a fait puissent l'utiliser, le vendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant dans la propriété industrielle. Là, il va faire protéger son idée et justement, suivant la procédure déterminée. Voilà, c'est compris. Les œuvres sont protégées, mais aujourd'hui, comme nous l'avons dit au début de cette émission, il s'observe une contrefaçon à outrance et les marchés sont inondés des articles, des objets contrefaits. Vous êtes les consommateurs, les défenseurs des consommateurs. Est-ce que vous avez fait les mêmes constats que nous, que sur les marchés, effectivement, il y a des produits contrefaits? Affirmatif, M. Willy. Cette histoire-là date d'il y a longtemps. Hein, au début, on hésitait un peu, mais maintenant, c'est vraiment au niveau du coût. Au niveau du coût. Monsieur Mbumbu, Maître Jacques, je vous laisse suivre ces documents sur la contrefaçon réalisée par nous, donc un constat fait par nous sur les marchés, et on revient sur ce plateau pour un commentaire. Depuis la nuit des temps, les contrefacteurs ont toujours donné du fil à retordre à l'économie mondiale. Tenez bien, avant l'utilisation des billets de monnaie, lorsque les gens payaient avec les fèves de cacao, il y avait des contrefacteurs qui fabriquaient des fausses et les faisaient passer pour des vrais. Ils étaient loin d'imaginer que cette pratique, utilisée aussi à l'époque comme tactique de guerre pour affaiblir l'ennemi, envahirait autant les commerces mondiaux. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, la contrefaçon est devenue une véritable arme de destruction massive des économies planifiées. Elle touche pratiquement tous les secteurs d'activité. Longtemps cantonnée aux seuls produits de luxe, elle envahit de plus en plus les produits d'accise ou de grande consommation. Elle se caractérise par un certain nombre de facteurs tels que la qualité amoindrie, coût de production faible, un grand danger pour les consommateurs du point de vue durabilité et sanitaire, mais surtout une faible contribution au budget de l'État. Les produits contrefaits franchissent généralement les frontières en contrebande, les origines étant fausses. Une bonne partie des médicaments que nous consommons, et notamment sur le continent africain, sont faux, falsifiés ou contrefaisants. En 2007, la Russie a enregistré près de 40 000 morts causées par l'alcool frélaté. 2500 morts au Niger, imputables aux faux vaccins administrés atteints de méningite. 192 000 décès en Chine, directement liés à la consommation des faux médicaments. La contrefaçon tue, et elle tue massivement. La douane a le droit, a même le devoir d'interdire l'entrée sur le territoire national des marchandises contrefaites. Mais à supposer que par certaines manœuvres, le produit, la marchandise arrive quand même à traverser la frontière, la douane doit saisir la marchandise contrefaite et la détruire. Pour faire face à ces dangers, les titulaires africains des droits des propriétés intellectuelles se mobilisent autour des actions de vulgarisation, des formations et des publications. En 2012, ils sont venus du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Conakry, du Libéria, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana, du Nigeria, du Gabon, de la République démocratique du Congo-Brazzaville, de l'Angola, du Kenya, de la Tanzanie, du Mozambique et du Togo, pays hôte, pour y réfléchir. En 2010, nous avons saisi 3120 cartons de cigarettes de contrefaçon. Donc ces cigarettes ont été détruites. Nous avons aussi saisi 1380 cartons de produits alimentaires. Pour tenir bon, l'humanité entière, les douaniers en premier, doivent se mobiliser comme un seul homme afin d'endiguer cette calamité. Parmi les pistes de solutions en vue,
la mise sur pied du logiciel IPM, entendez Interface Public Members, conçu par l'Organisation mondiale des douanes qui regroupe 177 douanes du monde. Avec sa vaste banque de données, IPM aide les douaniers à détecter, mieux dénicher en un temps record les produits contrefaits. C'est un système gratuit pour les administrations douanières. C'est complètement gratuit. 43 pays et à peu près 500 marques sont déjà dans ce système. Notre rôle, c'est de renforcer les capacités des douaniers. C'est que ces douaniers puissent utiliser ce système qui va leur permettre d'avoir un doute fondé sur une expédition suspecte. Tous sont avertis. La guerre contre le contrefacteur n'est pas gagnée d'avance. Sur les marchés africains, la contrefaçon touche tous les domaines. Si l'on se réfère aux saisies effectuées par les douanes, une partie significative de ces cas de contrefaçon constatés porte sur l'habillement, les accessoires de mode, les vêtements et chaussures, les copies des logiciels de jeux, d'œuvres musicales et des films, des téléphones, de fausses pièces de réchange automobile et pire encore, ces activités criminelles touchent dangereusement l'équipement électroménager, les boissons et autres produits alimentaires, cosmétiques et même pharmaceutiques, aux conséquences mortelles. La confusion est grande, autant dans les marchés d'Abidjan, de Lomé, celui de Kinshasa et d'ailleurs. Le cas de lait de toilette, vous avez des bouteilles vides qui sont de bonne qualité, qu'on avait consommées, on les ramasse dans les poubelles, on amène dans les petites chambres, parce que partout là il y a des usines, nous sommes même il y a des usines. On va donc recomposer quelque chose de semblant, juste pour qu'on ait l'étiquette, parce que ça s'achète partout, et puis on remet ça sur le marché, et on écoule le produit très facilement. Maintenant, il coûte moins cher par rapport à la bonne qualité, donc compte tenu de la bourse, qui n'est pas très forte aussi ici, les gens se disent ok, puisque ça coûte moins cher, autant acheter ce qui coûte moins cher, mais c'est ça qui tue en fait. Même résultat ou presque dans les textiles à Lomé, à Kinshasa et partout ailleurs. Ils reproduisent exactement nos pagnes, nos commandes, les collections au fur et à mesure, ce qui fait que ça gêne énormément le marché. La concurrence elle est rude, quoi, voilà. L'unanimité se dégage. Les douaniers africains jouent au chat et à la souris avec les contrefacteurs qui varient et renforcent leur mode opératoire selon les administrations douanières et les stratagèmes en présence. Les produits piratés sont visibles partout, à Lomé comme à Kinshasa, l'Asie étant le lieu de provenance et de production de ces marchandises dangereuses. Il faut donc une action transcontinentale bien coordonnée et concertée, susceptible d'assurer la surveillance, bien plus d'intercepter les marchandises contrefaites n'importe où et n'importe quand, même pendant les transbordements. C'est là dans toute la chaîne logistique d'import-export. Telle est l'une des tâches dévolues aux Nations Unies, invitées à révisiter certains textes en vigueur qui semblent faciliter la contrefaçon et le piratage des marchandises depuis la production jusqu'à la consommation. Un combat qui engage tout le monde. Quant à l'Afrique, elle refuse d'être les déversoirs des produits contrefaits considérés comme les produits de la mort. Vous avez suivi cet élément, la contrefaçon qui embrasse presque tous les secteurs de la vie. Comment il se peut qu'un produit qui est protégé, comme nous l'avons dit d'avance, mais aujourd'hui se retrouve sur les marchés aux grandes dames de pouvoir mondiaux? Maître. Bon, en fait, la protection ne suffit pas. Okay? C'est une première étape, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, il y a aussi les pouvoirs publics qui doivent intervenir. C'est-à-dire, ici, je citerai la DGDA qui doit intervenir. Et une fois que, à l'heure actuelle, d'ailleurs c'est avantageux pour lutter contre la contrefaçon. Pourquoi? Parce que le législateur a créé une nouvelle sorte
service public administratif, qui permet par exemple à la DGDA de pouvoir signer des conventions avec des particuliers qui ont une marque, un produit à protéger. Alors, qui le permet de pouvoir, par cette convention, pouvoir donner de l'argent pour rendre beaucoup plus efficaces les douaniers sur terrain. Et ça permet aussi de pouvoir aider les douaniers à se renforcer par rapport à leur capacité et surtout à mieux connaître le produit. Parce qu'il est vrai, au Congo, il y a beaucoup de produits qui sont copiés. Alors, mais la difficulté de savoir lequel est vrai, lequel est faux. Alors, si les douaniers ne peuvent pas détecter le faux du vrai, c'est vraiment, ça devient très difficile. Or, c'est pour cela, il faut que les douaniers soient formés par rapport à ces produits qu'on doit protéger. Donc, vous comprenez, c'est tout à fait. À voir les phénomènes sur le terrain, on est tenté de dire qu'il y a des complicités au niveau national, des complicités d'hommes politiques également, des complicités de plusieurs pays. Même international, vous savez. Hein? C'est vrai quand vous dites ça crée des chômeurs, etc. Mais quelque part, il y a des gens qui se plaisent à dire, bon écoutez, bon, il y aura des chômeurs, mais moi ce qui compte pour moi, c'est la dividende. Vous êtes d'avis, maître? Un opérateur économique cherche le gain facile. Ok? Alors, et nous savons aujourd'hui que l'Eldorado se trouve en Asie. Et il sait que là-bas, il va acheter des produits moins chers qui sera à la portée du Congolais moyen. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas. Et comme là-bas, il y a tout un éventail de produits qu'il peut soit acheter déjà, des fabriquer, ou qu'il peut commander. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit non, je me souviens que tel produit a très bien marché lorsqu'il était sorti. Alors, il amène l'échantillon et on le copie. On fait la copie au niveau je ne citerai pas le pays, mais au niveau de l'Asie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il revient avec ça ici au Congo. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? D'abord une fausse déclaration au niveau de la DGDA pour que le produit entre. Parce que si c'est un produit protégé, il ne pourra pas entrer. Mais il fait des fausses déclarations. Et il y aurait des complicités, je dirais que c'est à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'administration publique, je n'irai pas, comme je dis, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque lui, au niveau de l'administration publique, qui vont le faciliter. Et qu'est-ce qu'on constate, par exemple, sur le marché de Kinshasa? La plupart des produits que nous consommons, je ne sais même pas s'il y a des vrais. Apparemment, tous sont des produits. Oui, dans les documents, nous avons suivi un extrait de l'expert de l'OMD qui dit que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit en Afrique, c'est du faux. Oui. Ça, c'est grave, ça. Oui, donc c'est comme s'il disait qu'il y a quelques échantillons de vrais. Dans le reste, c'est des faux. C'est très grave. Parce que j'ai toujours dit, je crois que au niveau de la contrefaçon, il y a ce qu'on appelle au niveau des consommateurs, dans les conséquences sur les consommateurs, c'est qu'il y a le problème de qualité qui peuvent être une conséquence, qui peut avoir une conséquence sur la santé des individus. Aujourd'hui, on a vu aussi dans le document des produits pharmaceutiques en contrefaçon. Et on a dit dans ce document aussi, il y a des vaccins qui ont tué des enfants. Et là, justement, c'est par rapport à la qualité. Donc, généralement, les produits contrefaits ont une qualité moindre, puisque ceux qui le font, ils sont prêts à chercher à gagner de l'argent. Apparemment, les consommateurs qui achètent ne se rendent même pas compte que non, ils achètent la mort. Bon. Le gouvernement a créé un système ou bien un organisme qui est censé gérer la qualité de produits que nous consommons. J'ai cité l'OCC. Alors, point d'interrogation sur son travail. Mais M. Uni, je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas sur ce plateau un cadre de l'OCC pour qu'on puisse un peu... L'OCC qui s'occupe de la qualité. De la qualité des produits qui entrent. Alors, pour mettre fin à cette pratique, mettre fin ou encore freiner l'élan, atténuer un peu la contrefaçon en République démocratique du Congo, sur les marchés africains,
à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Mine de rien, ces produits tuent, parce qu'on ignore même le nombre des victimes. Quelqu'un qui s'est fait injecter un faux médicament, soi-disant pour sauver je ne sais quoi, il en mourra peut-être 2 jours après. Ça va être difficile dans la tête des membres de la famille de penser qu'il est mort de ce médicament-là. Si on ne se mobilise pas de cette façon-là, même l'auteur des produits contrefaits, quand il sent cette mobilisation dynamique dans la population, dans tous les secteurs, etc., quelque part, il va y avoir un frein dans son élan d'aller vers les produits contrefaits. Je pense que le pays est immensément grand. Et c'est vraiment difficile de contrôler partout avec la même rigueur. Et c'est pour cela, en ce qui me concerne, moi je pense que le premier souci du législateur congolais pour dissuader, ça serait d'abord de commencer à changer la sanction qui en découle. C'est-à-dire actuellement, une personne qui est prise dans cette infraction de contrefaçon, il encourt 1 mois à 6 mois. Seulement? Et en cas de récidive, c'est le double. Donc, c'est-à-dire tout au plus 1 année. Et je crois que c'est très dérisoire. Parce que quand on voit par rapport à ce que nous avons, les images que nous avons vues, ça peut causer des morts et des morts et des morts. Je crois qu'il faut aller plus loin. Et peut-être certaines maladies qui nous attaquent, on ne le sait pas. Peut-être ça vient de la contrefaçon. Effectivement. De la consommation de certains tissus que nous portons, par exemple. Parce que, excusez-moi, je pense qu'il y a, par rapport, vous avez parlé des habits. Est-ce que vous savez certains produits, comment dirais-je, produits textiles sont trempés dans différents eaux ou produits chimiques. Pour qu'ils aient cette texture-là ou cette couleur, et alors, si ce sont des choses qui ont été mal copiées, je crois qu'il y aura des conséquences au niveau de la peau. De la peau. Et on ne se rend pas compte. Sans compter aussi que, bon, évidemment, ça dépendra aussi d'un chacun, tout un chacun, parce que nous n'avons pas tous la même sensibilité. Voilà, donc à d'autres, ça va donner des maladies, à d'autres, peut-être pas, ainsi de suite. À certains, c'est seulement des chatouillements. Et moi, je pense aussi, en dehors de ce que j'ai dit par rapport aux législateurs, en tout cas, la loi qui existe là, on doit la mettre en pratique. Puisque nous constatons, nous avons vu une certaine période, il y a eu des gens qui ont importé des produits qui n'étaient pas bien pour la consommation, mais on a été étonnés de constater, vous et moi, comme les consommateurs sont là, que le produit était entré. On ne sait pas par quel mécanisme. Je dirais même, il y a même quelqu'un qui disait, pour ironiser, c'est peut-être arrivé par parachute. Bien. Alors, nous allons suivre un tout petit extrait d'un monsieur Kabasile, qui s'est dit victime de la contrefaçon de ses produits. J'ai un brevet d'invention congolais. J'ai un brevet d'invention belge. J'ai un brevet d'invention américain à Maryland. Et mon brevet a été analysé à l'Union soviétique par le comité d'État de la recherche scientifique. Nous sommes 3. Il y a moi avec le pouce café, Béa Conge avec l'obturateur de photos et Massoun de Débat Congo avec le vin de mangue. Ces deux-là ont disparu complètement. Ils ne parlent même pas. Oui, l'infraction de contrefaçon est commise tous les jours ici au Congo. Je connais les agents de la propriété industrielle qui ont vendu mes formules, mes brevets aux Indiens de Kingabwa. À tout le monde fabrique maintenant les liqueurs qu'ils appellent push café, Supunatolo. Et avec ça, ça tombe avec l'économie du Congo, ça tombe avec le développement du Congo. Et voilà ce que je peux vous dire. Alors que la loi est là, il n'y a personne qui la pratique. Il n'y a pas des inspecteurs qui regardent les gens qui contrefait les produits des autres. Voilà.
Monsieur Tchibumbu, défenseur des consommateurs. C'est dommage qu'on n'ait pas pensé à le soutenir. Il est en train de fondre, de baisser, etc., jusqu'à l'extinction. Ça, c'est la conséquence de la contrefaçon, non? Parce qu'il a dit que ces produits ont été contrefaits et maintenant, ça fait disparaître même les entreprises. Nous l'avons dit. Et c'est une entreprise des moins. Donc, les chômeurs en plus. Ah, j'ai vu les images qu'on vient de voir là avec M. Kamesele. C'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect parce que j'ai vu les efforts qu'il a amené à créer ces produits-là. Mais la protection seule ne suffit pas. Malheureusement, il faut engager des procédures au niveau de la justice, qui est parfois longue et coûteuse. Donc, ce qui fait que si déjà au départ, quelqu'un n'a rien, c'est difficile de pouvoir saisir la justice. Puisque aujourd'hui, il a parlé de certains whisky qui se fait ici au Congo. Là, ce n'est déjà plus la douane, puisque le produit est fabriqué sur place. À l'intérieur. Donc, il faut maintenant que les services interviennent. C'est-à-dire, le parquet doit intervenir. Avant le parquet, c'est peut-être la police judiciaire qui va intervenir. Alors, et pas l'OCC? L'OCC aussi. Oui, non, ça c'est peut-être après pour voir la qualité. Oui. Alors, elle peut être appelée comme expert, par exemple. Et quand on y va, nous connaissons ce qui se passe dans notre pays. On ne va pas aller les mains vides. Alors, c'est une procédure, il faut appeler les avocats, il faut appeler tout ça. C'est toute une démarche qui amène que non, voilà, le procès commence et puis ainsi de suite jusqu'à une sanction. Je crois que c'est quand même une procédure assez lourde pour quelqu'un qui est coûteuse, pour quelqu'un qui au départ n'a rien. Donc c'est un peu ça, quoi. Ça. Mais par rapport à la loi, maître, l'attitude de la loi pour des personnes qui disent qu'ils ne connaissent pas un produit contrefait, c'est cela, quelle attitude prendre? Aujourd'hui, personne ne peut dire non, moi j'ai importé le produit, mais je ne savais pas. Non. Et c'est une démarche positive que le législateur a voulu de chaque individu, de faire un effort de connaître. Et pour permettre aussi aux gens qui ont fait l'effort ou qui ont dépensé de l'argent pour soit protéger, soit fabriquer, que ces gens-là aussi se retrouvent dans leurs affaires. C'est pour cela, cet adage et cette disposition du Code pénal, il faut absolument que ça existe et que ça soit appliqué. Donc voilà. Voilà, il faut appliquer la loi dans toute sa quintessence. La loi, on doit l'appliquer. Même la renforcer. Tel que Maître avait dit, il y a une peine allant de 1 mois à 6 mois. Moi, je trouve quelqu'un qui a créé des chômeurs, quelqu'un qui a mis une entreprise en faillite, moi, je ne sais pas s'il faut s'arrêter à 6 mois. Et c'est seulement quand Donc, il faut renforcer la sanction. Je crois, à mon avis. Comme j'ai dit. Alors, lorsqu'il faut renforcer la sanction, c'est-à-dire il faut refaire la loi, l'amener au niveau du Parlement, l'adopter et puis la promulguer. Et je crois que maintenant, on a déjà une certaine expérience. C'est-à-dire quoi? On a commencé, il n'y a pas longtemps. On arrive maintenant, on sait maintenant ce que ça fait. Pratiquement, tout le commerce national pratiquement est basé sur la contrefaçon des produits. OK? Alors, je pense que c'est pas normal dans un pays où il est difficile, où il y a des lois, où il y a des gens qui passent leur temps au Parlement, qui peuvent prendre des bonnes lois pour nous protéger. Eh bien, on retrouve plus de produits en contrefaçon que des produits de qualité. Et non, ça, c'est pas normal. Et c'est l'État qui perd un autre aspect, c'est au niveau des recettes que perçoit l'État. Écoutez, quand un produit, prenons une société X qui produit du pain, par exemple. Son pain est contrefait. C'est-à-dire, le produit qui est de basse qualité est vendu moins cher. Les gens l'achètent plus. Lui, donc, il vend moins. C'est-à-dire qu'il paie moins l'impôt, puisque c'est proportionnel. En dessin. Lui-même, il perd du chiffre d'affaires. OK? Et comme c'est une copie, les gens non aguerris, non avertis, ils vont croire, comme le produit ici qu'on utilisait, mais ça perdait de la valeur, c'était plus comme ça. Donc,
je ne consomme plus ce pain si je vais aller chez l'autre pain, acheter chez l'autre boulanger. Ok? Ce qui fait que, quelques temps plus tard, il n'a plus beaucoup de clients, il est obligé de fermer ou de licencier une bonne partie. Donc, c'est une conséquence, il y a beaucoup de conséquences par rapport à là. Et ce sont des conséquences que, comme j'ai dit, il ne m'appartient pas à moi, en tant que citoyen congolais, de pouvoir tout faire pour essayer d'endiguer. Non, c'est le gouvernement, c'est l'État qui doit faire, qui doit prendre des dispositions. C'est pour cela, moi, j'ai dit tout à l'heure, on doit refaire la loi, absolument. Pour mieux protéger les consommateurs et non seulement protéger les consommateurs, mais même l'industrie aussi. Oui, l'industrie pour protéger les produits qui sont fabriqués et qui sont protégés. Donc c'est ça la conduite que l'État doit avoir dans ces secteurs. Donc l'élaboration de lois qui soient capables. Bon, la loi existe aujourd'hui, mais améliorer. Il faut la renforcer. Eh bien, tout est contrefait. Les produits textiles, nous allons dans la minoterie, nous allons dans disons pas l'agroalimentaire, là aussi, s'il faut parler de la contrefaçon de ces produits, donc tout est contrefait aujourd'hui. Nous arrivons petit à petit à la fin de notre entretien qui a beaucoup de conséquences, la contrefaçon qui tue, la contrefaçon qui fait perdre à l'État des recettes qu'il a besoin pour les développements d'une nation. Et à qui profite cette contrefaçon, selon vous? Comme je vous ai dit, ils ont un intérêt direct parce que à force de faire ça, ils amassent beaucoup d'argent. Et une fois qu'ils arrivent, donc, ils peuvent persuader. Par où ça passe, je n'ai pas cité la douane, il ne faut pas agiter les mots. Moi, je ne dirais pas. En tout cas, je me réserve. Maître a dit qu'il y a certains produits qui entrent, mais il y a certains produits qui sont fabriqués sur place. Alors, c'est pour ça que je dis, quand c'est fabriqué sur place, il ne faut pas citer la douane. C'est pour ça que je me réserve. Non, quand il a dit les produits passent. Écoutez, c'est-à-dire quoi? J'ai vu, à une certaine époque, du côté du fleuve, du côté de l'hôtel du fleuve actuel, il y avait des produits qui rentraient. Moi, j'étais sidéré, j'étais étonné de voir. Oh, mais comment en pleine ville des produits de ce côté-ci? J'étais même étonné puisque moi, je faisais de la marche. Oui, mais je faisais de la marche de ce côté-là. C'était pratiquement chaque soir. J'ai vu, j'étais étonné. J'ai dit, oh. Mais moi, je pensais que c'était le coin le plus sécurisé de la ville de Kinshasa. Comment les produire? Donc, vous comprenez que bon, c'est très... C'est très compliqué cette histoire-là. Donc, en bref, c'est ça, quoi. Voilà. Monsieur Chimbumbu, monsieur Jacques, merci donc d'être venu sur ces plateaux, sur ces spéciales fiscalité et développement pour parler donc de ces phénomènes. Je pense bien que prochainement, je vous aurai ici pour parler du même phénomène, de la contrefaçon, mais cette fois-là en langue nationale, si vous le voulez. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette émission spéciale fiscalité et développement, essentiellement consacrée à la contrefaçon. Merci donc de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.